Salut à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Camille, Leuzla et Sesterio vont vous présenter des livres. On vous propose de gagner un de ces livres. Pour ça, on se retrouve en fin d'émission. Bon épisode. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle livres. J'ai avec moi, comme toujours, Sesterio. Salut. Et pour les livres, comme toujours également, Camille. Bonjour. Salut Camille. Qu'est-ce que j'en suis où, moi? On commence par un petit tour de On table. commence par exactement un petit tour de table, histoire de voir passer en revue ce qu'on a lu ces derniers temps. Ouais. Qui commence? Allez, j'y vais. Vas-y. Alors, le podcast dernier livre, qui parlait de livres, n'était pas il y a si longtemps. Du coup, j'ai pas grand-chose finalement dans le très vite. J'en avais parlé. J'ai lu un livre, alors qui est pas de saison. C'est un roman de Noël, enfin une comédie romantique de Noël. Mais bon, voilà, je l'ai eu à Noël et le temps que je lise d'autres choses. Donc ça s'appelle La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc c'est une petite comédie sympathique. Ça parle d'une jeune fille qui est fan de Noël, qui a une entreprise qui fait des décorations dans les plus grands hôtels et lieux de New York. Et en fait, elle doit être interviewée par quelqu'un qui est, lui, anti-Noël. Et forcément, il se passe un truc entre eux. Elle va essayer de lui faire découvrir Noël en l'amenant dans sa famille, etc. Et donc, il y a de l'humour et c'est sympathique et on passe un bon moment. Et c'est tout pour ce très vite. Un très vite, très très rapide, ok. Bon, Camille, ça doit être Très long. très long. Vous avez fait des choix, C'est une sélection. Très long, non, on va faire court aussi. Nous, en littérature, on est en train de préparer la rentrée littéraire, puisque comme tous les ans, il y a 800 livres qui sortent entre la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Sur les 800, la librairie en commande 100, donc on essaye de lire les 100. On a 3 mois, à 2 personnes, ça fait une bonne moyenne. Donc on commence à beaucoup en lire. Moi, j'ai lu un livre qui m'a ébloui, de l'éditeur qui s'appelle Philippe Ray, donc ça sort en septembre. C'est un livre assez étonnant parce que c'est écrit par une prof de philo rwandaise qui vit maintenant en Belgique et qui raconte la difficulté pour les jeunes du Rwanda de vivre leur vie avec ce qu'ils ont vécu, alors même que ça s'est passé il y a plusieurs années, des dizaines d'années maintenant, mais ils n'arrivent pas à passer à autre chose parce que c'est très compliqué. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça s'appelle Ainsi pleurent nos hommes et moi j'ai trouvé ça éblouissant. Donc je me suis même dit que potentiellement ça pourrait être, ça sera pas un Goncourt parce qu'elle est, c'est vraiment un très chouette bouquin. Et puis j'ai lu une BD. Parce que je lis aussi quand même beaucoup de BD qui s'appelle Jolie Mère, ça je vais y arriver, qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême 2022, donc belle récompense. C'est l'histoire d'une mère qui vit dans une favela avec sa jeune adolescente qui commence à prendre une très mauvaise pente. On la sent décliner, l'ado. Elle répond, elle est vraiment insupportable. Et puis elle se fait embrigader, cette jeune gamine, dans une bande très violente, évidemment, autour de la drogue. Et sa mère se dit, de toute façon, si je la lâche, elle est foutue, donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Et c'est là qu'on se rend compte qu'être mère, c'est un sacerdoce certains jours et dans certains pays, parce que extrêmement compliqué de maintenir cette gamine, Et bon, il s'avère que la fille va finir par avoir une lueur d'espoir, mais moi c'est une BD j'ai vraiment eu la chair de poule en lisant, quoi. Super chouette. Je te reprends sur le titre, c'est Écoute Jolie Marcia. Écoute Jolie Marcia. J'avais plus sous les yeux, pardon. Oui, parce que c'est une musique qu'elle entend régulièrement, parce qu'elle fait des ménages aussi, elle entend ce CD, et elle se dit, comme quoi Marcia c'est un joli prénom, donc elle se chante la chanson La Mère pour se donner du courage, c'est ça. Écoute, merci. Vu que tu m'as donné envie de le lire, je l'avais noté moi. L'édition c'est Ça et Là, je crois, l'éditeur. Ah, je l'ai pas là. Il me semble que c'est Ça et Là. Enfin, en tout cas, c'est une très belle BD, voilà. D'accord. Ouais, très vite aussi, quoi. Moi, quoi, tu vas faire long comme d'hab? Non, pas trop. Un petit peu. Faire des choix. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Alors moi, je reviens dans mon très vite. D'abord sur un livre qui est pas du tout très récent, que j'ai même dans ma BD Tech depuis hyper longtemps. Et en fait, je me suis demandé si je l'avais déjà lu ou pas. Et dans le doute, je l'ai relu. Je crois que je l'avais pas lu. Alors chez moi, c'est un crime parce que c'est un Hugo Pratt. C'est le premier Hugo Pratt. C'est Anne de la Jungle.
Donc c'est le premier Hugo Pratt scénario et dessin. Avant il avait déjà fait des dessins, enfin dessiné pour d'autres, mais là c'était la première fois qu'on lui demandait un scénario. Donc l'histoire très très vite, c'est donc dans un camp britannique en Afrique. C'est une jeune fille, Anne, et Dan, un jeune prince en vacances, c'est un peu très colonial, qui vivent en fait des aventures dans le cadre d'une rébellion des tribus voisines autour d'un sorcier qui veut se venger, quoi. Et donc voilà, globalement c'est dans le texte, le dessin, dans les personnages secondaires qui sont hyper travaillés, hyper intéressants, c'est vraiment du Pratt. Dans le scénario, c'est très très loin d'un Corto Maltese en termes de qualité, et dans les personnages principaux, ils sont un peu plats, donc c'est marrant. Faut vraiment le lire en sachant qu'on lit là le premier Pratt, quoi. Donc voilà, c'était plus pour ma culture et tout. Je l'ai, j'en suis content, mais c'est pas le Pratt, c'est pas encore le Pratt qu'il deviendra, quoi. C'est un bébé Pratt. Ouais, c'est un bébé Pratt. C'est un jeune Pratt. Un jeune Pratt. J'ai lu également un qui a plus fait parler de lui ces derniers temps, c'est La Cellule, alors là, on est dans le roman graphique, hein, vraiment le gros pavé, de Soren Silo, Kevin Jackson et Nicolas Otero. Je ne connaissais pas. Enfin, Soren Silo, elle est journaliste au Monde. Donc c'est paru chez Les Arènes, et en gros c'est le retour sur l'enquête des attentats du 13 novembre, en gros avec le avant, en gros tout ce qui s'est passé avant, un peu pourquoi on les a ratés aussi, et après jusqu'à leur capture, et l'après, l'enquête d'après et le procès, quoi. Sur le fond, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est hyper fouillé, c'est hyper documenté, c'est hyper complet. Par contre, j'ai pas accroché à l'objet BD en soi, au niveau du trait. C'est pas que ce soit moche, mais en fait, j'ai trouvé ça assez lassant dans le dessin et dans les couleurs. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'en fait, t'as des cases qui sont réutilisées. Et en fait, régulièrement, t'as une ou deux cases qui reviennent 3, 4, 5 fois dans la BD, genre un mec qui sort du commissariat, genre parce qu'en fait, ces gars-là, ils les avaient repérés avant, donc ils les ont interrogés en amont. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un gars qui sort du commissariat, ils reprennent la même case, ils remettent voire ils changent juste le mec, et tu fais, ça se voit un peu, quoi. Donc voilà, alors du coup, sur l'aspect enquête et tout, c'est vraiment intéressant, mais sur l'aspect BD en tant que soi, j'ai trouvé que, limite, ça faisait un peu bâclé. Enfin, alors c'est vraiment vache de dire ça, mais Après, on apprend quand même beaucoup de choses avec La Cellule. Oui, mais voilà. Là, moi je pensais pas qu'on en était. Enfin, c'est quand même un sacré sujet, quoi. Ouais, après. C'est même à se demander comment ils ont eu toutes ces infos. Après, parce que ils sont 3 à le faire. T'en as un qui est journaliste, t'en as un qui travaille, dans un. Alors je sais plus, j'ai vu passer le truc, je l'ai pas noté. Qui est vraiment proche de ces dossiers-là, quoi. Donc, mais justement, tu vois, moi je me dis, finalement, tout ce que j'ai lu là, je l'aurais bien lu. En livre. Ouais, en livre, plus qu'en BD, quoi. Ouais. Bon, ils ont choisi ce format-là, ça se fait de plus en plus les enquêtes comme ça en BD. Donc bon, c'est un petit peu discutable. Après voilà, ça reste sur le fond, c'est ce que je dis, hein. Sur le fond, c'est effectivement très impressionnant, quoi. Après, un qui a fait beaucoup parler de lui, que j'ai lu avec un peu de retard, parce que je pensais qu'en fait on me le prêterait, et puis vu qu'on me le prêtait pas, je me le suis acheté. C'est Goldorak. Qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie, donc de Xavier Dorisson, Denis Bajram, Alexis Santenac et Brice Cossu, c'est paru chez Kana. Petit synopsis du coup, en gros c'est bien après le dessin animé. Donc la guerre a été gagnée contre les forces de Vega, Actarus et sa sœur sont repartis vivre sur Ophor. Mais voilà, il y a un gros Golgoth super méchant qui revient attaquer le Japon, et on va de nouveau avoir besoin de Goldorak et de ses acolytes pour un peu sauver le monde. Donc voilà, petit pitch très classique, mais en fait l'objet est méga cool, forcément ça parle vachement tous les quarantenaires qui ont grandi à l'ombre de Goldorak, quoi. Mais c'est hyper fidèle au dessin animé, ça a été fait, il y a un vrai travail, c'était fait vraiment avec l'accord des auteurs originaux. Ils ont réussi à garder le dessin en quelque façon, mais en modernisant et le trait et l'histoire, et en la resituant des années plus tard. Du coup ça permet vraiment de tout moderniser. Et surtout, ils ont fait un vrai scénar qui replonge bien dans du Goldorak. C'est pas un truc à 25 tomes et tout. Donc en fait, moi j'ai trouvé que ça marchait vachement, avec un vrai plaisir de retrouver l'ancien truc. Et c'est vachement étayé aussi à la fin sur les recherches, sur leurs échanges avec l'auteur d'origine et tout. Donc c'est vraiment un super objet si vous êtes un peu, même de loin, vous avez regardé Goldorak et tout. Moi je le conseille vraiment, ça fait plaisir de le retrouver. Et c'est vraiment un bel hommage, quoi. Donc voilà. Et un petit dernier, je monte encore en qualité, j'ai lu également Le Vagabond des étoiles,
qui est à la base sorti en 2 tomes, qui existe maintenant en intégrale, de Jeff Reeves. C'est paru chez Noctambule, c'est tiré du roman éponyme de Jack London. Et en gros, ça raconte donc l'histoire de Darrell Standing, qui est dans les couloirs de la mort aux États-Unis et attend son exécution. C'est dans le passé, hein, je sais pas l'année exacte, mais il attend plus la pendaison que la chaise électrique, quoi. Et en gros, à cette époque-là, dans les prisons, il y a beaucoup de torture, notamment. Et en fait, pour échapper un peu à la prison, à la torture, un de ses co-détenus va plus ou moins lui indiquer comment pratiquer l'auto-hypnose, quitter son corps et laisser vagabonder son âme. Et en fait, à chaque fois il va réussir à maîtriser cette pratique. Et en fait, à chaque fois qu'il va s'échapper comme ça, il va revisiter une de ses vies anciennes. Autrement dit, il se réincarne à chacune de ses morts. Et en fait, toutes ces vies ont des destins funestes et terminent tragiquement. Mais elles traversent en fait les siècles, les histoires à travers des personnages qui sont des hommes, des femmes, qui sont anonymes ou qui sont célèbres. Et chacune de ces vies, c'est une micro-aventure, quoi. Et c'est vraiment super. Enfin, c'est un vraiment gros coup de cœur. Donc Reeves, il adapte souvent des romans, et notamment de London, mais j'ai trouvé celui-là vraiment particulièrement riche. De chaque vie qu'on traverse, tu en apprends des choses. Le trait est cool, tous les personnages, toutes les histoires. En fait, tu t'attaches autant aux micro-histoires qu'ils racontent qu'à l'histoire globale qui les enveloppe. Donc, moi j'ai vraiment voyagé, et vraiment, des fois, limite, quand les histoires elles terminent, il est viking, il est indien, il est tout ce que tu veux. Des fois, quand les micro-histoires elles terminent, tu as presque envie de te dire, j'aurais bien voulu suivre encore plus ces histoires-là. Mais bon, vu qu'il a tendance à mourir à la fin de ces histoires-là, en général, c'est pas trop Il faut le lire, alors. Moi, je l'ai pas lu. Enfin, j'ai lu la BD, j'ai pas lu le Jack London. Mais c'est vraiment vraiment cool, et donc c'est aussi un livre qui a été fait de façon engagée, puisqu'il avait un objectif qui était de dénoncer les prisons, et donc quand Jack London l'a fait, dénoncer l'état des prisons, le sort des prisonniers, la torture notamment, et la camisole de force en particulier. Et donc voilà, donc il y a plein d'histoires, il y a toujours un aspect un peu réaliste et fantastique et historique, donc une super BD que je recommande volonté. Okay. De Jeff Reeves, donc le vagabond des étoiles, je répète. Alors, un focus. Ouais, au focus. On passe au focus. C'était pas ton focus, ça? Non, c'était pas mon focus, ça. Après, j'ai encore plus de choses à dire. Ça a été un bébé focus. Faites les malines. Bon alors, Camille, de quoi tu nous parles? Alors, moi, mais une fois n'est pas coutume, parce que vous me dites qu'à chaque fois, c'est des histoires dures, des choses... des écrivaines qui parlent fortes, du destin exactement. des femmes. Alors, bon, là, on va quand même retomber là-dedans, mais ceci dit... on prépare quand même pas mal de lectures pour l'été à la librairie, parce que c'est quand même la période où tout le monde a du temps pour lire. On n'a pas forcément envie de lire des histoires sur les guerres au Mozambique, par exemple, ce que je comprends. Donc là, moi j'ai lu un titre il y a pas très longtemps, c'est un bouquin qui vient de sortir aux éditions de La Martinière, qui s'appelle Un long, si long après-midi, avec une couverture jaune, ça représente une cuisine... C'est une écrivaine écossaise qui s'appelle Inga Vesper qui a écrit ça, que je ne connaissais pas du tout. Je dois vous dire que c'est pas une lecture vers laquelle je vais spontanément. Ceci dit, les critiques étaient quand même très très bonnes un peu partout. Donc, faut pas mourir idiot. Je me suis dit que j'allais lire ce bouquin. Et j'ai vraiment été emballée. Ça se passe dans les années... fin des années 60 à Los Angeles, dans une banlieue... très riche et très privilégiée, et on se retrouve un peu comme un observateur à regarder comment vivent toutes ces familles bien nées. Alors il y a un petit côté Desperate Housewives, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on pourrait se dire au départ, mais en tout cas c'est très bien décrit. Et puis un jour, donc évidemment les hommes sont tous partis en voyage d'affaires, ils ont tous des voitures rutilantes, les enfants sont bien peignés, et les femmes ne quittent pas leur tablier de cuisine parce qu'elles passent leur journée à faire à manger. Ceci dit, la rébellion commence un peu à gronder, puisque elles commencent à se réunir en club. Et dans ce club, il y en a une qui est un peu agitatrice d'idées, et qui leur dit les filles, c'est pas une vie ça. Il est grand temps que vous fassiez quelque chose. Et on sent que il commence à se passer quelque chose. Et puis un jour, il y en a une qui disparaît, qui s'appelle Joyce, qui est la plus belle et la plus jalousée de partout, qui est celle qu'on adore, mais qu'on adore aussi détester, a priori. Et elle disparaît du jour au lendemain. Alors évidemment, il y a une enquête policière qui va se mettre en place. C'est pas un roman noir, parce que voilà, il n'y a pas de description de cadavres sanguinolents.
Mais donc Joyce disparaît, on commence à chercher ce qui a bien pu se passer, et c'est là où le bouquin devient hyper intéressant, c'est que tout le monde va y aller de son petit couplet sur qui était Joyce, et alors évidemment, ça va mettre en lumière le sexisme incroyable de tous ces mecs qui sont persuadés que Joyce est une traînée, en gros, et il y a un espèce de racisme ambiant qui va être mis en avant, parce que toutes ces familles ont évidemment des bonnes noires. Alors les bonnes noires sont toutes accusées en premier lieu, mais donc sous des aspects comme ça très clean de ce livre. En fait, c'est une vraie critique, moi je trouve, du racisme aux États-Unis. On est dans les années 60, hein, donc c'est encore très très présent avec ces jeunes noirs qui n'ont pas grand-chose pour vivre et qui sont traités comme des animaux, et ces hommes qui considèrent que leurs femmes sont pas plus intelligentes que le lapin qui est au fond du jardin, quoi. C'est un peu ça. Alors la fin, on va vite se dire tiens, on sait qui c'est. Ceci dit, ce qui est hyper agréable, c'est que c'est une lecture qui est pas légère, mais c'est une lecture qu'on ne lâche vraiment pas parce que ça va très très vite. Tous les chapitres, c'est quelqu'un d'autre qui a interrogé et qui a évidemment une vision différente en disant non mais Joyce était très triste, Joyce était ceci, et on reconstitue finalement le puzzle de cette nana qui évidemment était pas si heureuse que ça dans sa vie. En tout cas, c'est un très beau livre sur la manière dont les illusions peuvent être brisées en un instant et sur le fait que ce qu'on voit dans sa cuisine au Formica n'est pas forcément la réalité, quoi. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment et je trouve que c'est un bouquin facile pour lire cet été, chapitre très court, et on peut s'y replonger très rapidement, il n'y a pas non plus 50 personnages, on comprend ce qui se passe, voilà. C'est de la lecture idéale pour surveiller les enfants avec un œil, voilà. Voilà, et puis ne pas être complètement perdu quand on le reprend. Une lecture idéale pour que les mecs surveillent. Les enfants d'un œil en comprenant que leur femme n'est pas juste bonne à rester en cuisine et à astiquer la cuisine, oui, c'est ça, pour qu'elle soit plus brillante que celle de la maison d'à côté, parce que en fait entre elles pouvaient pas se blairer, ces nanas. Donc il y a aussi ce côté jalousie, et c'était toujours à qui serait la meilleure, ce qui est quand même absolument incroyable, parce que il y a pas, heureusement qu'il y a plus de concours de gâteaux, quoi, parce que moi je perdrais. Voilà. On a envie de vivre dans les années 60, non? Non, mais c'est hyper intéressant à lire. Voilà, puis la plume est facile. Enfin voilà, c'est un bouquin qu'on a pas mal conseillé. Les retours sont super bons, donc on est content. Ok. Ça marche. Voilà. Tiens, je vais suivre parce que moi j'aborde des thèmes un peu similaires à travers une BD aussi encore qui s'appelle 5 branches de coton noir. Oui. Donc une BD historique qui va traiter notamment aussi du racisme. C'est pour ça que tant qu'à faire, je fais transition. Moi aussi, alors. Hein. Ah bah je savais pas. Non, vas-y. Bah, tu vas clore. Carrément. Tu vas clore en beauté. Donc voilà, donc sur un scénario de Yves Sante, je sais pas comment on le prononce, désolé, qui est quelqu'un qui a travaillé notamment sur Torgal, sur 13 et sur Black et Mortimer. Petit passé quand même. Dessin de Serge Cusor, qui a travaillé un peu sur 13 également et différentes choses, un peu moins connues, on va dire. Et des couleurs de Mif Versaivel. Voilà, je vous fais cadeau du nom. Et c'est paru chez Air Libre en 2018. Et c'est quand même aussi une assez grosse BD, puisqu'on a 176 pages. Donc niveau de l'histoire, en fait il y a 2 histoires en parallèle. La première qui va traiter en fait des premiers soldats afro-américains déployés en Europe en 1944, et une seconde qui se situe en fait pendant la guerre d'indépendance et la fondation de la nation américaine en 1776. Donc il y a quelque chose qui est très orchestré par les Blancs, où il y a une émulsion parce que les États-Unis naissent et tout, et en fait les Noirs se rendent compte que la nation américaine, elle naît, on leur demande de participer, mais finalement, elle naît très bien sans eux, quoi. En tout cas, sans les inclure plus que ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, en 76, donc 1776, en pleine guerre d'indépendance, en fait, Washington confie à Betsy Ross, qui est une femme blanche, le soin de confectionner le tout premier drapeau américain, donc à l'époque, qui est composé de 13 lignes et de 13 étoiles en cercle, qui va symboliser les nouveaux États-Unis. Et en fait, de façon très symbolique, avant la livraison du drapeau à Washington, la domestique de Betsy va coudre une étoile noire à la place d'une des étoiles blanches, comme en rappel en fait de la lutte des Noirs américains, de leur intégration aux nouveaux États-Unis d'Amérique, et aussi pour marquer, en fait, elle vient d'être marquée par le décès de ses 2 frères victimes de la ségrégation. En fait, ça déclenche chez elle cette envie d'agir, et donc elle coud une étoile noire
elle remplace une des étoiles blanches par une des étoiles noires sur le drapeau américain. Et donc il y a un symbole très fort qui est qu'en fait le premier drapeau américain, le tout premier, avait donc 15 étoiles blanches et une noire. Bien entendu, le drapeau sera livré à Washington avec l'étoile remplacée, mais dans sa première version, il avait une étoile noire. Le drapeau en fait va disparaître pendant la guerre d'indépendance, volé par un soldat prussien à la solde des Anglais, pour réapparaître en fait au XXe siècle, pendant la guerre 39-45, aux mains d'un soldat SS. Donc ça, en gros, c'est la partie un petit peu 1776, et donc la partie Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a les soldats noirs au début de la Seconde Guerre mondiale sont cantonnés à des rôles complètement subalternes, qui vont de nettoyer les toilettes à éventuellement, entre guillemets, dans le meilleur des cas, par exemple, à d'ouvrir gérer les fausses bases américaines avec des tanks gonflables et tout qui servaient de leurre. L'idée étant qu'en fait, déjà les blancs voulaient pas forcément combattre à côté des noirs, et qu'en plus on pouvait pas décorer un noir s'il allait au combat, etc. Donc ils étaient pas conviés, entre guillemets, à aller se battre sur le front. Et donc là, on va rencontrer 3 noirs, donc qui sont justement stationnés à Douvres, et en fait qui ont envie d'action, de service, et qui en ont un peu marre des tâches subalternes. Et le hasard va faire que la sœur d'un de ces soldats-là, via un héritage complètement impromptu, va retrouver en fait le journal en fait de la fameuse nana qui avait cousu cette étoile noire, et donc découvrir cette histoire. Et du coup, en jouant de ces relations, en fait, elle va réussir à faire que son frère, stationné en Angleterre, intègre ce que nous on connaît sous le nom des Monument Men, qui a été popularisé par un film avec Brad Pitt après, pour retrouver en fait le premier drapeau comme un grand symbole, une grande victoire de guerre, de ramener le premier drapeau des États-Unis aux États-Unis. Donc la mission officielle, c'est ramener le drapeau, et la mission officieuse, c'est qu'en fait cette sœur-là, elle est proche des mouvements noirs qui veulent faire reconnaître la cause noire. Et donc la mission officieuse, c'est de ramener le premier drapeau et montrer que la première étoile était noire. Et donc dans la Seconde Guerre mondiale, on va suivre en fait les aventures de ces 3 noirs, les 3 premiers noirs réellement déployés sur le sol français, et à la recherche de ce drapeau-là. Et après, s'ensuit moult péripéties et une BD d'aventure. Donc on a un mélange de faits d'historique et de beaucoup d'inventés. Hein. Le premier drapeau cousu par Betsy Ross, c'est vrai, je pense que l'étoile noire, malheureusement, ça ne l'est pas, quoi. Donc voilà. Donc il y avait un double objectif dans ce livre chez les auteurs, qui était de commémorer vraiment l'engagement des soldats noirs dans la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, c'est un fait historique. Au début, ils étaient pas conviés, encore une fois, entre guillemets, au combat. Et donc, ils en font un parallèle, en fait, du traitement des Noirs entre 1776 et l'indépendance des États-Unis, et 1944, où finalement, la ségrégation, d'une façon différente, mais sévit toujours, et où les Noirs n'ont clairement toujours pas les mêmes droits que les Blancs, quoi. Donc voilà, il y a un discours dans le livre, quoi. BD qui a été plusieurs fois primé à divers festivals, de Quai des Bulles, en passant par plein d'autres. Et il y a un film qui devra tirer, donc de toute façon, tu le lis, tu te dis, ouais, ils vont en faire un film, c'est sûr. Et donc, a priori, ce sera fait par donc Reginald Hudlin, qui était le réalisateur de Modern Family, une série qui a pas trop mal marché. Alors voilà, moi, mon avis sur le livre, je pense que ça s'entend clairement. C'est encore là un super coup de cœur. J'ai vraiment aimé. Déjà, il y a vraiment un discours dans le livre, on le sent en le lisant, qui est bien porté. Le scénario, il prend vraiment son temps, il joue très bien des deux époques, et donc ça marche, voilà, ça marche très bien sur ce point-là. C'est servi par un dessin qui est vraiment réussi, je trouve aussi, qui alterne des plans larges qui vont montrer des scènes des combats ou des choses comme ça, avec des gros plans justement sur les personnages et autres. Il y a une vraie recherche et tout. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé ça. Il y a un tout petit mais qui est assez unanime finalement. J'ai regardé après moi, et ça a été la critique qui a été faite au livre. Le livre a vraiment été bien accueilli partout, et il y a une critique qui revient quand même souvent, qui est sur la mise en couleur. Alors, encore une fois, c'est un peu vache parce que c'est une personne spécifique qui a fait la mise en couleur, mais en fait, ils ont fait le choix
du monochrome. Alors du monochrome pas au travers du noir et blanc, mais avec, par exemple, tu vas avoir les 5-6 premières pages qui vont avoir qui vont être teintées marron, et puis après elles vont passer à l'orange, et puis après au bleu. D'accord. Et en fait, au début, c'est hyper perturbant. Alors surtout que des fois, la teinte choisie rend pas super bien. Donc quand tout est marron, tout est orange, tout est bleu, c'est un petit peu lassant. Et ça, vraiment, ça revient souvent dans les critiques. Moi, ça m'a gêné aussi. Objectivement, franchement, au bout d'un moment, on s'y habitue, on est happé par l'histoire et on dévore le bouquin. Hein. Donc c'est pas dramatique, tu vois. À titre de note, et moi j'ai noté sur Kifim, je lui ai mis 9 sur 10, hyper une étoile pour, on va dire, pour la couleur, mais bon, enfin, faut vraiment pas s'arrêter à ça, mais ça peut gêner certains. Voilà, une grosse recommandation sur cette BD-là, sur le message et sur l'objet aussi, encore une fois. C'est vraiment très bien. Donc voilà, 5 branches de coton noir. Ok. À toi. À moi. Ben, je vais parler de Betty, de Tiffany McDaniel. C'est une romancière aussi conseillée poétesse américaine, qui est plutôt discrète, a priori, elle est pas sur les réseaux sociaux, tout ça, elle fait peu de sûrement d'interviews et tout ça. Elle a fait un premier roman qui est sorti en 2016 aux États-Unis, mais traduit plus tard en France, qui est L'été où tout a fondu, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Là, je suis en train de le lire, moi. T'es en train de le lire? Mais il ressort en France en septembre. D'accord, mais du coup, c'était son premier roman, du coup. Ouais, mais qui a été traduit en français, qui est sorti chez De Noël, mais je crois qu'il est resté pas très longtemps sur les tables. Et donc, ils l'ont fait retraduire et il ressort là, chez Gallmeister. Aussi. Qui a racheté le droit. Ouais. Bah, du coup, Betty, c'est son deuxième roman. Donc, aux éditions Gallmeister, comme tu viens de le dire. Alors, je vais tout de suite dire, ça a été, pourquoi je suis arrivée à lire ce livre, c'est en fait déjà, ça vient du Discord. Donc, c'est quelqu'un du Discord qui nous l'a conseillé. Donc, comme je suis un peu en diversité de lecture, j'ai dit, allez, j'y vais. Heureusement, Camille m'avait préparé en lisant Le silence d'Isra, parce que je pense que sinon, je ne l'aurais pas fini. Parce que c'est un livre dur, donc je vais quand même faire le petit pitch avant. Donc en fait, le livre, il raconte l'enfance et l'adolescence de Betty. Betty Carpenter, en fait, qui est née métisse, née d'une mère blanche et d'un père cherokee. Elle est la 6e sur une famille de 8 enfants. 8, ouais. Et ça se passe sur les années 60-70. En fait, sur toute la fratrie, finalement, il y a que sur elle que les origines ressortent vraiment. Donc elle se fait harceler à l'école, on parlait de racisme et de ça dans les années 60, parce que les gens ils comprennent pas, ils se demandent qu'est-ce qu'elle a sur la peau, qu'est-ce qu'elle s'est mis, enfin c'est vraiment assez dur. Et en plus de tout ça, de la vie sociale qui est difficile, il y a des drames familiaux, des secrets de famille, des secrets morbides. Elle essaye de contrebalancer ça avec la magie des mythes et des légendes, en fait, cherokeeenne, je sais pas si ça se dit. Cherokee, je crois. Ouais, Cherokee, de son père, qui lui, du coup, est un homme plutôt bon et qui essaie de transmettre tout ce qu'il connaît des valeurs de la terre, de ses ancêtres et tout ça, notamment à sa fille Betty. Elle, en fait, pour surmonter toute cette violence autour d'elle, en fait, elle va se tourner vers l'écriture également. En fait, je fais le parallèle un peu avec Isra parce que du coup, elle se tourne aussi vers l'écriture et tout ça pour après sortir de sa condition initiale de vie. Alors, pour les points positifs, c'est plutôt fluide, c'est assez bien écrit. Enfin, moi, j'ai bien aimé quand même la façon dont c'était écrit en tout cas. C'est a priori inspiré de sa mère à elle, mais je sais pas jusqu'où. Mais en tout cas, ça vient pas de nulle part. Pour les points négatifs, en fait, aujourd'hui, c'est assez long. Moi, alors déjà, il est assez gros, le livre, fait partie des livres les plus gros que j'ai lus maintenant. Il est assez long aussi dans la façon dont c'est amené. Il y a une surenchère du drame. Alors c'est pour ça, je sais pas si c'est la vie de sa mère et que c'est comme ça ou quoi, mais il y a une surenchère du drame. À chaque fois, on fait encore. Donc c'est très dur. À lire, on se dit, mais pourquoi se faire du mal comme ça? Enfin, et en fait, moi, je trouve le contrebalancier de la poésie qu'on lui a donné à ce livre est pas assez forte. Et l'espoir, en fait, est assez minime. Alors, on s'en doute, qu'elle va essayer de sortir de sa condition initiale, mais on le voit peu, quoi. Par rapport justement à Isra, je fais le parallèle, où on la voyait, on le sentait. Là, pour moi, en fait, il y a vraiment que la partie violence qui prime. Et moi, là, aujourd'hui, ce livre, je saurais pas à qui le conseiller, quoi. Maintenant, mais autour de moi, franchement,
c'est mon avis et ça reste un avis personnel parce que la critique l'a encensé. Je sais plus si je l'ai dit, il a reçu le prix roman Fnac 2020. Il est considéré comme peut-être un futur classique de la littérature américaine. Enfin, du coup, ça a été assez fort sur ce livre. Donc tant mieux pour l'autrice et puis tant mieux pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Mais c'est pas pour tout le monde et il faut être dans un bon état d'esprit parce que. Et alors, toi, comment t'es passé de ce que tu lis d'habitude, de façon, tu t'es Grimaldi, oui, en fait, j'aime bien, Comte, en fait, etc. Et qu'est-ce qui t'a amené à lire ce livre? Avant, je lisais un peu c'était moins romantique, c'était les Musso, les Lévy, où il y avait des histoires peut-être un peu moins romantiques, et donc, là où j'avais lu Silence d'Isra, que j'ai vraiment apprécié, et du coup. Il y a quand même eu la parenthèse. Oui, il y a eu la parenthèse, et je me suis dit. Là, il y a un bon, c'est plus une parenthèse. En fait, je me suis dit, je suis ouverte à explorer et du coup, ça sera, dans mes prochains, je passe à un livre fantastique, je me lance dans un autre style encore, et le roman graphique. Donc, tu vois, je m'ouvre à plein de choses. On en parlera dans la partie à venir. Mais voilà, et du coup, comme on nous l'a conseillé dans le Discord, je me suis dit, pourquoi pas, j'y vais. Bon, c'était dur parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'attacher au personnage et voilà. Et du coup, en fait, comme tu l'as lu, Camille, c'est bien, on va pouvoir avoir ton point de vue. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors ça a été un succès phénoménal. Je crois qu'ils ont dépassé, je crois que c'est 200 000. Je sais plus exactement, mais c'est incroyable. C'est vraiment du bouche à oreille. Parce que c'est pas un livre que nous, on a conseillé. C'est un livre que les gens venaient chercher systématiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, quoi. Parce que on pensait que c'était son premier roman et parce que je crois qu'il a eu le prix America, Bunel, on a vachement parlé. Enfin, il y a eu un espèce de buzz autour de ce livre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je l'ai trouvé trop long, de 150 pages. Et tu l'expliquais bien, cette surenchère de tous les chapitres, il y a un nouveau drame qui se passe dans cette famille. Et il y a un moment où, en fait, moi, j'ai pris de la distance parce que alors, autant je peux être happée par des choses très fortes quand c'est assez condensé et que finalement, il y en a pas tout le temps qui se passe. Mais là, il y en a tellement que moi, j'ai pris un peu de distance. Moi, j'aurais été éditrice de ce bouquin, je coupais 150 pages. Et là, je pense qu'il était vraiment, vraiment bien. Après, il y a des vraies belles pages de poésie quand même. Les dialogues entre Letty et son père. J'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus, justement, pour contrebalancer tout ça. Je trouve qu'elle écrit quand même très, très bien là-dessus sur ce qui se transmet. Lui, c'est un vrai amoureux de la nature. Enfin, il fait parler les animaux. Enfin, on sent qu'il y a et ce lien-là, moi, je suis assez d'accord, n'a pas suffi à contrebalancer cet effet un peu de longueur que moi j'ai eu à la fin. On avançait. Donc, je commence le deuxième. Ça pourrait être l'objet d'en parler pour voir si elle réitère. Pour l'instant, le deuxième n'a pas encore basculé dans l'horreur. Je pense que ça va pas tarder. Enfin, tel que je pressens, je sais pas, mais voilà. Après, c'est un sacré. Enfin voilà, c'est quand même une sacrée expérience de lecture. Tu disais pourquoi on lit ça? Et c'est pour se faire des sacrées expériences de lecture et des souvenirs marquants d'émotions qu'on a pu ressentir, que ça soit bon ou pas bon. C'est ça là. Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a son père, parce que les hommes des années 60, dur. Hein. Puis oui. Mais voilà, son père, c'est un grand rêveur, comme un homme bon et aimant, et etc. Si tu bascules dans la littérature féministe et écrite par des femmes, ce podcast va devenir très orienté quand même. C'est bien, tu vas t'y mettre. Ok, et du coup alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Moi je vais pas le lire. De toute façon, il faut que j'arrête les livres qui il fait 720 pages, faut le temps. Ouais, donc non, c'est pas... je vais pas le lire. Donc comme on le disait en début d'émission, on se propose de vous faire gagner un de ces livres, soit donc un long stylo après-midi, soit Betty, soit 5 branches de coton noir. Pour participer, c'est super simple. Vous laissez en commentaire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, en réponse à notre tweet sur Twitter ou sur Facebook, lequel de ces 3 livres vous voudriez lire cet été. Et on fera un tirage au sort et puis on l'enverra aux gagnants pour cet été. Et alors du coup, tu disais, donc, tu sais ce que tu vas lire, quoi. Ouais. Que vas-tu lire? Je vais lire, alors je voulais faire du fantastique, et du coup, je voulais pas lire des trucs qui étaient sortis en film que j'avais déjà vus. Genre les Hunger Games, les Harry Potter, tout ça. Et je voulais alors j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait de bien, et en fait, j'ai trouvé, et une copine les a, donc c'est parfait. Ça s'appelle La Passe Miroir. Et donc c'est du fantastique, a priori ado, hein, c'est pas mais justement, je veux commencer par ça, avant de peut-être, voilà, déjà je veux voir si j'aime bien.
Parce que moi, j'ai regardé toutes les séries comme ça, Vampire Diaries, Mortal Instruments, je les ai beaucoup vus en série. Je me dis, peut-être que finalement, ça me plairait de les lire. Alors du coup, je vais partir sur ça. Donc c'est Christelle Dabos qui a écrit ça. Il y a 4 tomes. Et j'ai eu un autre écho, comme par hasard cet après. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors là, ma grande... Et j'ai une de mes collègues qui, je lui dis que je vais commencer à me dire, je les ai dévorés aussi, c'était trop bien. Donc je me dis, bon, ça risque de me plaire. Et le deuxième chose, donc j'ai parlé de romans graphiques. Ah non, parce que la passe miroir, je crois qu'on en a parlé déjà dans le podcast. Ah bon, parce qu'il me peut-être, semble que, c'est possible. Il me semble que Chenin les avait lus. Et que du coup, on les avait présentés, ouais. Du roman ado accessible aux adultes, si je me trompe pas. Mais il est plutôt bien classé dans les romans de ce type. Je crois qu'on l'a présenté. Et le deuxième, c'est un roman que j'ai déjà lu en mode livre. Et j'ai vu que la BD, ils l'ont fait en BD. Et comme tu parlais de romans graphiques, je me suis dit, pourquoi pas, de changer aussi. Et donc alors, j'arrive jamais à dire le titre. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, qui avait fait comme un succès avec son roman. J'avais beaucoup aimé le roman. Et j'avais envie de le relire, mais je m'étais dit, j'ai peut-être pas envie de relire. Et quand j'ai vu la BD, j'ai fait, ça va me permettre de le relire, mais d'une autre manière. Et j'ai commencé, et ça se lit vite par contre, mais c'est pas mal d'avoir un peu d'images. C'est BD ou c'est roman graphique? Alors du coup, quelle est la différence entre BD et roman graphique? Pour moi, c'est de la BD. C'est celle où la couverture elle est bleue. Oui. Oui, je pense qu'ils ont fait qu'une seule adaptation à mon avis. Oui, il doit y en avoir qu'une. Mais à la base, c'est un roman. Donc pour moi, c'est un roman avec mis en image, c'est un roman graphique. Non, c'est quoi alors? Attends, je vais regarder. Ouais, il n'y a pas de définition exacte. Moi, roman graphique, tu vois, quand tu prends La Bombe qui fait 700 pages, c'est ce que j'avais dit dans le dernier podcast. C'est un roman graphique parce que t'as un volume de texte de toute façon qui fait un roman graphique. Ou sur des livres plus succincts, des fois, t'as ceux qui alternent vraiment des pages de texte avec des pages de BD. Je les classe là aussi, mais c'est très personnel. Et de toute façon, il y a pas de définition exacte. Ça peut tout à fait être un titre pompeux du roman graphique pour dire que c'est une grosse BD, quoi. Mais bon, voilà, clairement, si c'est une BD relativement classique et que c'est adapté. Ouais, c'est une autre définition. C'est plutôt de la BD. Enfin, moi, je le verrais plutôt. Je suis en train de regarder les planches à l'intérieur, mais je pense que c'est plutôt de la BD. Bref, peu importe. Je vois la couverture. Ça fait combien de pages? Il fait 200, je crois. Ah, c'est comme une grosse BD, quoi. D'accord. Ah, il est gros comme ça? Oh, ouais, il est comme ça. Ah ouais. Comme ça, vous voyez pas. Mais... 1 ou 2 centimètres d'épaisseur. Ouais, j'ai vu parce que justement, j'ai déjà lu un quart. Alors. D'accord. Et on ne l'arrête plus. Ah ouais, je suis partie. Bon. Puis je me diversifie, c'est bien. C'est bien. Faut pas rester dans sa zone de confort. Camille, du coup, t'es encore dans tes livres pour la rentrée? Non, mais moi, j'en bouffe. Puis c'est pas toujours c'est pas la période la plus agréable parce qu'il y a plein de choses qu'on lit et qu'on n'aime pas, donc finalement, on met de côté. Et alors, de temps en temps, on se fait plaisir et on ralentit un peu, mais... T'abandonnes quand t'aimes pas? Ah oui, là, oui. Ah bah là, c'est direct. Tu vas pas au bout. Il y en a tellement que... Du coup, ça, c'est avant que tu fasses la commande. Ouais, c'est avant que je valide la commande. On fait une précommande. T'aimes pas, elle sera pas dans la commande? Non, finalement, je modifie. Alors, ça t'arrive de faire du t'aimes pas et tu commandes quand même? Oui. Parce que genre, tu sais que tes goûts à toi ne te font pas aimer. C'est pas ma librairie de goût personnel. C'est ça. Je suis pas dans mon salon. Par contre, des choses sur lesquelles j'hésite, soit c'est des premiers romans et je me dis ça ne fonctionnera que si c'est moi qui le présente. Dans ces cas-là, je ne commande pas. Par contre, des bouquins qui sont très attendus, moi, c'est mon avis de dire, moi, j'ai pas aimé, mais ça trouvera forcément son public. On fait quand même la différence entre... parce que sur les 800, je crois qu'il y a 200 premiers romans. Moi, j'ai dû en commander une trentaine. C'est les premiers que je lis, là, en me disant, je ne sais pas ce que ça vaut. Si je n'aime pas, je dis pas que c'est pas bon, mais si je n'aime pas, j'arriverai pas à le conseiller, quoi. Et puis, si je loupe, c'est-à-dire que si je le commande pas, on peut toujours le commander après. Oui, de toute façon, ouais. Mais il y a tellement de choses. Mais il sera pas sur les étals à la rentrée. Bah non, faut qu'on fasse une petite sélection pour. Enfin voilà, faut qu'on. Et puis il faut savoir ce que t'as sur ta table. Faut que ta cam tu la connaisses quoi. Donc oui, ça nous permet d'aiguiller aussi nous vachement et puis de se dire bah ça on prend pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là je reçois des titres, je ne connais pas les auteurs. Enfin on n'a pas de référentiel. C'est assez sympa de te dire. Tu sais pas dans quoi tu plonges. Et ça, c'est toujours vachement intéressant. T'es pas à l'abri d'une bonne surprise, quoi. Ah bah, il y en a, hein. Bah, là, le bouquin sur le Rwanda, là, c'est un premier roman, c'est exceptionnel. Mais c'est ça qui est sympa, c'est quand on n'est pas conditionné par quelque chose. Je trouve ça très agréable. La lecture du Tiffany McDaniel, pour faire un lien avec ton Betty, le deuxième, je m'attends à lire du Betty. Donc, je m'attends à ce que ça bascule noir à un moment donné. Et si ça se trouve, ça va pas être surtout ça. Qu'en mais fait, c'était son premier roman, du coup, finalement. Je suis déjà conditionnée. Parce que quand t'as une atmosphère comme ça dans un bouquin, ça marque, c'est quand même très marquant. Là, il y a des livres,
tu rentres tu ne sais pas ce que c'est, un peu comme si tu rentrais dans une dark room Ouais. et que tu sais pas ce qui va d'un seul coup sortir. C'est assez déstabilisant comme expérience. Mais on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc quand on n'aime pas, moi, 20-30 premières pages, poum. Ouais, ça va assez vite. Voie de Ouais. garage. Ah bah oui. En même temps, Oui. oui, Ça il va y a très, du très volume vite. derrière, donc... Bah oui. Ouais, il y a du comparatif derrière. Donc non, voilà. D'accord, ok. Bon, de mon côté, finalement, les livres que je dois lire sur les semaines qui viennent n'ont pas tellement changé par rapport au dernier podcast, parce que j'ai pas lu ceux que je pensais lire. Donc j'ai toujours l'adaptation BD de 1984 par Xavier Coste à lire. Le dernier Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube, qui m'attend aussi, qui est un gros morceau. Et puis Le Serpent et la Lance, qui est une autre BD, pareil, que j'avais déjà dû nommer, que je n'ai pas lu encore. Et après, je crois que c'est tout. Après, il faudra que je passe à la librairie. donc voilà. Merci à vous. Merci. On a été Merci. rapide et efficace aujourd'hui. Maintenant, ce sera rendez-vous à la rentrée, très sûrement. Bonnes vacances. Et à bientôt. Et bonne Alors, on se lecture. retrouve peut-être quand même sur le j'oublie plein de Discord. choses. On se retrouve... Ah, c'est ça. Faut Ah là là. s'abonner, tout ça, sur Twitter, Ah, vas-y, fais-le. Facebook, Instagram. Donc voilà, plein de nouveaux posts. Les liens sont dans la description. Tout sera dans la description. Et c'est ça. Venez échanger avec nous sur Discord, on vous retrouve là-bas. La preuve, on écoute les conseils. Tout à fait. Et peut-être on fera un podcast d'autre chose avant de se retrouver à la rentrée pour des Oui, je livres. pense. Un podcast jeu, ça serait pas mal, ça fait longtemps là. Oui, il n'y a plus que des jeux et des livres en ce moment. On verra. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.